La présidentielle, Jacques Chirac ne débattra pas avec Jean-Marie Le Pen. Annonce faite il y a quelques instants lors de son premier meeting de l'entre-deux-tours à Rennes. Jacques Chirac, dont les partisans annoncent la création d'un parti de rassemblement, l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP. Protestation de François Bayrou, Alain Madelin et Charles Pasqua. Première dissension au Parti socialiste, l'aile gauche du parti demande une clarification. À leur tour, Olivier Besancenot et Jean-Pierre Chevènement appellent par ailleurs à voter pour Jacques Chirac. Le PCF, lui, lance une souscription pour récolter 1,5 million d'euros d'ici la fin juin. Sur notre antenne ce soir, la première grande intervention de Jean-Marie Le Pen depuis le premier tour. Ce sera après ce journal. Les manifestations continuent, encore des dizaines de milliers de personnes dans les rues aujourd'hui contre le Front National. Enfin, le réveil des abstentionnistes. Les mairies enregistrent depuis 48 heures de nombreuses demandes de vote par procuration en vue du deuxième tour, le 5 mai. Le reste de l'actualité, réunion sans précédent au Vatican. Le pape a convoqué et mis en garde les cardinaux américains suite aux affaires de pédophilie. On évoquera aussi le réquisitoire au procès d'Ils et la sécheresse dans le sud-ouest. 350 hectares partis en flammes aujourd'hui près de Bordeaux. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Direction tout de suite Rennes pour le premier meeting de Jacques Chirac depuis le premier tour. 8000 personnes réunies, un seul orateur à la tribune, le candidat lui-même. Jacques Chirac qui annonce donc qu'il ne souhaite pas débattre avec Jean-Marie Le Pen. Sur place, Véronique Saint-Olive, José Boulestex. Jamais pour Jacques Chirac, la victoire n'a paru aussi certaine. Mais jamais les militants qui officient avec t-shirt et slogan n'ont paru plus incongrus. Au lendemain du premier tour et de l'émergence de Jean-Marie Le Pen, l'ambiance de ce premier meeting a un goût amer. Dans les allées, pas d'harmonie non plus. Le projet d'un grand parti du président est controversé. Mais Jacques Chirac, lui, est venu se poser en rassembleur, au-delà des étiquettes politiques et du clivage gauche-droite. Jacques Chirac attaque Jean-Marie Le Pen, son programme et les idées du Front National. Je m'oppose avec détermination à ceux qui ne respectent pas les valeurs humanistes et la vocation universelle de la France. Je m'oppose avec détermination à ceux qui brandissent la menace de la rue, qui agitent les spectres de la force brute, de l'irrationnel et du mépris. Je ne peux pas accepter la banalisation de l'intolérance et de la haine. Pas plus que je n'ai accepté dans le passé d'alliance avec le Front National, et ceci quel qu'en soit le prix politique. Pas plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant. Il n'y aura donc pas de débat, mais Jacques Chirac l'affirme, il a entendu le message des Français, leur exaspération, leur angoisse. Alors, grave et ferme, Jacques Chirac s'engage, il prendra toutes les mesures pour lutter contre l'insécurité, pour favoriser l'emploi et assurer les retraites. Tout l'enjeu du second tour est désormais posé. Au-delà de la réorganisation de la droite qui provoque déjà de fortes turbulences, Jacques Chirac sait que pour convaincre les Français, il doit leur proposer un programme concret et un calendrier précis. Réponse de Jean-Marie Le Pen sur cette question du débat. Il dénonce une pitoyable dérobade. Jacques Chirac n'ose pas rencontrer l'adversaire qui lui a été désigné par le peuple. Monsieur Chirac n'a qu'à changer le peuple. Fin de citation. Jean-Marie Le Pen qui sera donc l'invité de la rédaction dans un peu plus d'une demi-heure. Les grandes manœuvres, vous l'avez entendu, ont donc commencé. Elles ressemblent même à une course de vitesse à droite, car il s'agit d'ici quelques semaines d'investir les candidats aux législatives. C'est donc officiel. Une nouvelle formation politique est née. Elle s'appelle l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, et elle a pour vocation de rassembler toute la droite. Apparemment, ça n'est pas gagné. Alix Bouillaguet, Sylvain Daubat. Tous venus, en voiture ou à pied, et presque tous là. C'est au Sénat que les Chiraciens se sont donné rendez-vous, des Chiraciens en mal d'union. Je pense qu'on va vers un rassemblement, on va vers une étiquette commune, on va vers une démarche unitaire. 2 heures plus tard, c'est fait. Une nouvelle formation politique est créée, avec une précaution surtout, éviter les mots qui fâchent. Il n'y a pas de parti unique. Il s'agit d'une grande formation du centre droit et de droite qui s'appellera l'Union pour la majorité présidentielle dans un premier temps. Cette nouvelle formation présentera des candidats uniques aux élections législatives et devrait constituer un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale.
Je suis persuadé que cela sera partagé par tous les amis de l'UDF. Les amis de l'UDF, justement, eh bien, à les entendre, ils ne sont pas d'accord du tout. Ce matin, lors d'un bureau politique, François Bayrou a été clair. Tout bricolage d'appareils qui consisterait à concentrer tout le pouvoir entre les mêmes mains dont on ne puisse pas dire spécialement qu'elles sont celles du changement, c'est non. François Bayrou n'est pas dupe. Pour lui, les Chiraciens jouent avec les mots. Cette nouvelle structure cacherait à terme le parti unique de la droite. Et Alain Madelin, qui était à Rennes, on l'a aperçu tout à l'heure, se déclare lui aussi fermement opposé à la création d'un parti, je cite, élyséen, unique et obligatoire. Même tonalité chez Charles Pasqua, le RPF ne s'associera pas à un mouvement unique de la droite, dit-il. Charles Pasqua qui, par ailleurs, ne donne pas de consigne de vote, mais indique qu'il votera lui pour Jacques Chirac, avec ce petit mot de regret. Si j'avais été candidat, les résultats du premier tour auraient été plus conformes aux intérêts de la République. Fin de citation. À gauche maintenant, nouveau ralliement à ce que certains appellent le Front républicain. Cet après-midi, Jean-Pierre Chevènement, qui était resté silencieux, et puis Olivier Besancenot ont appelé, je cite, à faire barrage à Jean-Marie Le Pen au second tour. On les écoute. Le pôle républicain appelle donc à faire barrage à Le Pen le 5 mai prochain. Je précise à ce point de mon exposé que cela signifie, pour la grande majorité de ceux qui se sont exprimés, voter Chirac pour faire barrage à Le Pen. En une seule phrase. On va mener 2 semaines de mobilisation sociale intense, quotidienne, pour que Le Pen ait le moins de voix possible, pour que pas une voix n'aille sur Le Pen, pour faire barrage à Le Pen dans la rue comme dans les élections. On comprend ceux qui vont voter Jacques Chirac au 2e tour, mais on ne pense pas que Jacques Chirac soit un rempart face à Le Pen. Et comme la droite, la gauche plurielle envisage des candidatures communes dans les circonscriptions difficiles aux législatives, après les Verts et le Parti communiste, François Hollande a donné son accord pour le PS. Le PS réuni aujourd'hui en Conseil national. Il s'agissait de tirer les leçons de la défaite de Lionel Jospin dimanche dernier. Reportage Jeff Wittenberg, Fabrice Dujardin. C'est l'affiche que l'on ne verra jamais sur les panneaux électoraux, l'affiche que les équipes de Lionel Jospin avaient fait imprimer pour le second tour. Devenu inutile, tout comme le fameux atelier de campagne auquel le candidat malheureux s'est rendu une ultime fois aujourd'hui, pour saluer, pour remercier ses amis, pour leur dire aussi, paraît-il, que dès le début, il y avait quelque chose qu'il ne sentait pas bien dans cette campagne. Aujourd'hui, c'est encore plus clair, en tout cas pour les socialistes, il faut comprendre ce qui n'a pas marché. Peut-être n'avons-nous pas été suffisamment exigeants par rapport à ce que devaient être les attentes des Français en matière de solidarité, en matière de services publics, en matière de retraite. Il faut voir ce qu'ont dit les Français, comprendre ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une société plus républicaine, une société où il y a des normes et des droits, une société plus juste et moins libéraliste dans toute une série de domaines. Moins de libéralisme, apparemment, tout le monde s'est donné le mot. Au même moment, ce matin, l'aile gauche du PS, la gauche socialiste, lance un appel solennel pour un nouveau programme de gauche. Défense des services publics, des retraites, de la laïcité, même la stratégie politique doit évoluer après ce qui s'est passé dimanche. Le procès en responsabilité concerne toute la gauche. Pourquoi n'a-t-elle pas été capable de se rassembler, de s'unir ? Conséquence, le PS promet un maximum de candidatures uniques de gauche aux législatives. Des contacts ont déjà été pris avec les Verts. Quant au programme, certains le veulent à gauche toutes. Plus question par exemple de privatiser EDF, entre autres mesures symboles. Je ne crois pas, et nous l'avons dit, qu'il y ait en haut le cercle de la raison, n'est-ce pas, celles et ceux qui savent, et puis en bas le peuple qui grognerait contre la modernité parce que souvent il a le sentiment de trinquer. Les acteurs en tout cas n'ont pas changé. Ils étaient jusqu'à dimanche les porte-voix de Lionel Jospin. Ils tentent aujourd'hui de tourner la page. Jean-Marie Le Pen, lui, prépare le second tour. Pas d'apparition publique cet après-midi. Le candidat a travaillé en vue de son intervention dans quelques instants sur notre antenne. Au Front National, on prépare les affiches et on mise surtout sur 3 rendez-vous. Le défilé parisien du 1er mai pour la fête de Jeanne d'Arc et 2 meetings à Lyon et à Marseille. Jean-Marie Le Pen qui a indiqué qu'en cas d'élection, sa première mesure serait de faire sortir la France de l'Union européenne et de rétablir le franc. On sait aussi qu'il est favorable au rétablissement de la peine de mort. Pour le reste, quel est le programme du candidat Le Pen? Le détail, Michael Darmon, Philippe Quérou.
Jean-Marie Le Pen est partisan d'une politique à la fois sociale, libérale et nationale. Même si aucun traité ne le prévoit, il veut faire sortir la France de l'Union européenne et appliquer la préférence nationale, notamment en termes d'emploi. Concernant les questions sociales, il dit avoir trouvé la solution pour le financement des retraites. Fin de la retraite obligatoire à 60 ans, évidemment. Et évidemment, réduction des 35 heures, voire même suppression des 35 heures qui paraissent tout à fait inadaptées comme solution des problèmes d'aujourd'hui. Le candidat Jean-Marie Le Pen veut également supprimer l'impôt sur le revenu. Quant aux analyses qui forment la clé de voûte du Front National sur les problèmes liés, selon lui, d'insécurité, d'immigration et de délinquance, il annonce des mesures exceptionnelles pour, je cite, faire trembler les méchants et rassurer les bons. Enfin, Jean-Marie Le Pen prône une politique familiale et un ordre moral en se déclarant notamment contre l'IVG et contre la loi sur le Pacs. On n'a pas fini de s'interroger sur le score de Jean-Marie Le Pen, près de 17% des voix dimanche, et sur les motivations de ses électeurs. Les études montrent que c'est chez les ouvriers et les chômeurs qu'il réalise les meilleurs pourcentages, et donc souvent dans des zones acquises il y a quelques années encore au Parti communiste. Exemple à Béziers, où Jean-Marie Le Pen a réalisé 29% des voix contre 22% en 1995, dans le quartier de la Devèze. Reportage Karine Komadzi, Pascal Ponce. Dans une ville où le commissariat a été attaqué au lance-roquettes en septembre dernier, on pouvait imaginer que le thème de l'insécurité allait interpeller les électeurs. 29% pour Le Pen, ce n'est pas une surprise pour Béziers, ni pour son maire, Démocratie libérale, qui y voit un signal en direction des partis traditionnels. C'est quand même le devoir essentiel de la République et de l'État que de faire régner l'ordre et de protéger les plus faibles. Eh bien, quand cela n'est pas fait, les gens ils hurlent leur désespoir. Et comme ils n'ont plus d'autre façon pour le faire, ils le hurlent en mettant un bulletin extrême dans les urnes. Ici, dans le quartier populaire de la Devèze, le vote FN atteint 31%. L'électorat traditionnel de Le Pen, de nombreux pieds noirs, des Espagnols et des Gitans, dénonce surtout la présence des étrangers. L'immigration, écoutez, on le voit, il n'y a que qui cassent tout, qui démolissent tout, c'est pas possible de vivre comme ça. Il se passe pas mal de trucs sur Béziers, non? Ils en parlent assez dans les journaux et tout ça, donc c'est comme le Far West, c'est le premier qui dégaine qui a gagné. D'autres habitants préfèrent invoquer le sous-effectif policier, 3 agents la nuit pour toute la ville, de quoi favoriser le sentiment d'impunité. Vous habitez le quartier? J'habite le quartier, oui. Et alors? Ben moi je suis satisfaite. Bon, ben c'est sûr qu'il y a des voitures incendiées, et ça c'est de partout, c'est pas parce que c'est ici. Je ne pense pas qu'ils veulent que Jean-Marie Le Pen prenne le pouvoir. Parce qu'il faut qu'on apprenne à s'accepter tous les uns les autres, et je pense qu'ils ont fait ça pour faire peur. Et puis après, on verra bien de toute façon. Il faut que la politique change, c'est tout. 20 nationalités différentes se côtoient chaque jour à la Devèze. Et pour beaucoup, le résultat du premier tour n'y pourra rien changer. Ça devient une habitude depuis dimanche soir. Aujourd'hui encore, des dizaines de milliers de personnes, lycéens ou étudiants pour la plupart, se sont retrouvés dans la rue pour manifester contre le leader du Front National, Alban Mikosi, Benoît Gadret. La mobilisation des jeunes, lycéens et étudiants ne faiblit pas. Pour la deuxième journée consécutive, des cortèges se sont formés. À Paris, par exemple, 1000 personnes ont battu le pavé dans une ambiance qui restait tranquille. Beaucoup de lycéens qui accomplissent ici leur première démarche politique. Nous, la jeunesse française, on défend des valeurs démocratiques. On croit à la liberté, on est contre la xénophobie. Et en conséquence, on a bien envie de montrer à l'Europe et au monde que la jeunesse, c'est certainement pas les résultats du premier tour. Si à Paris, les syndicats étudiants sont très présents dans les cortèges, c'est moins vrai en région où le mouvement semble plus spontané, comme ici à Bordeaux. Il faut dire que les vacances de Pâques sont terminées dans la plupart des régions françaises et que le bouche à oreille fonctionne dans les lycées. La preuve, à Lyon, 7000 personnes ont traversé cet après-midi la presqu'île dans une joyeuse cohue. Des jeunes qui entendent maintenir la pression dans la rue pour inciter les adultes à se rendre jusqu'aux urnes. Tant qu'on s'apercevra qu'il y a des mouvements de manifestation volontaires et spontanés dans les lycées, dans les universités, ça montre qu'il y a une volonté de laver la honte qu'on a tous eue dimanche soir. Donc oui, on manifestera tant qu'il y aura un mouvement de masse comme ça. Cette mobilisation réjouit l'extrême gauche qui voit un exemple de sursaut républicain. À droite, on est plus réservé. François Lhoz du Parti radical craint que Jean-Marie Le Pen utilise ces manifestations comme, je cite, un argument en sa faveur.
Pour la deuxième nuit consécutive à Paris, des incidents ont été constatés en fin de manifestation. Vitrines et abribus brisés, voitures endommagées, affrontements avec les forces de l'ordre. Et vous le voyez, le périphérique a même été bloqué pendant quelques instants. 16 personnes ont été interpellées, 8 d'entre elles sont toujours en garde à vue ce soir. Qui est à l'origine de ces manifestations? De plus en plus des mouvements lycéens ou associatifs proches de la gauche les encadrent ou les organisent. Certaines sont aussi totalement spontanées. À Toulouse, reportage Isabelle de Lyon, Olivier Combe. Au pied de la basilique Saint-Cernin, réunion improvisée sur un trottoir. Ces lycéens mettent au point un tract pour appeler à une manifestation jeudi. Ils iront ensuite le taper sur un ordinateur de la CGT, toute proche. On va demander, ensuite on va se cotiser entre nous, on va voir au lycée aussi, les photocopieuses du lycée. Si le rendez-vous de jeudi est fixé par des associations, syndicats, partis politiques, aujourd'hui c'est entre copains qu'on s'invite. Parce qu'en fait ils passent juste là, donc on décide de partir et on y va. Comment vous avez su qu'il fallait venir ici? Tous ensemble, c'est le bouche à oreille qui fait ça. Tout le monde est au courant et on sait qu'il y a des manifs partout. Leur banderole, des bouts de carton déchirés, une pancarte peinte à la va-vite. Ils n'ont pas de moyens, au mieux quelques complices. Il faut s'arranger avec l'administration du lycée en fait. De toute façon, ils avaient l'air d'accord, ils ne nous ont pas empêchés de venir. Les syndicats de lycéens, vous avez pris contact avec eux ou pas? Du tout, là on est en train de le faire, on est en train de s'organiser. Beaucoup sont très jeunes et n'ont même pas l'âge de voter, ce qui les fait râler. Tout à coup, ils comprennent le sens des cours d'instruction civique. Et c'est regrettable quand on voit le taux d'abstention et ça nous donnera une leçon à tous pour quand on aura le droit de vote. Vous n'avez pas envie d'aller les rejoindre? Bon non, ils sont tous jeunes, ils marchent trop vite, mais ça prouve que la France a encore une jeunesse. Aujourd'hui, la rue était aux lycéens et aux collégiens. Les étudiants plus organisés prévoient de se retrouver demain en assemblée générale. Et avec des bonnes chaussures, ça peut s'arranger. On entendait tout à l'heure la réaction, les réserves du Parti radical sur ces manifestations. À noter aussi celle de Ségolène Royal. Elle était l'invitée ce matin des 4 vérités. Attention à ne pas exploiter le filon antifasciste, dit-elle. Il n'y a pas dans ce pays 20% d'électeurs fascistes. Fin de citation. Alors, front politique, front lycéen et étudiant, et front syndical aussi. Il y a 1 heure, la CGT, la CFDT, l'UNSA et la FSU ont lancé un appel commun aux salariés pour défiler le 1er mai pour les droits sociaux et pour, je cite, faire barrage à l'extrême droite. On s'attend donc à Paris à une situation tendue puisqu'on sait que les sympathisants du Front National défilent eux aussi à cette date-là. On continue avec les conséquences de ce premier tour et la débâcle du Parti communiste, le PC qui lance un SOS sous forme de souscription. Il faut recueillir 1,5 million d'euros d'ici à la fin du mois de juin pour payer les premières traites de cette campagne présidentielle. Motif, le PC avait un budget de plus de 8 millions d'euros, 55 millions de francs, car il comptait bien passer la barre des 5%. Au-dessus de cette barre, l'État rembourse les frais à hauteur de près de 7 millions d'euros, un peu plus même, mais en dessous de cette barre, le remboursement n'est que de 739 000 euros, 10 fois moins. Or, Robert Rue, vous le savez, n'a réalisé que 3,37% des voix. Le PC restera donc lourdement endetté. Là encore, les experts électoraux ont beaucoup de travail pour analyser cette chute. Exemple dans ce qu'on appelait autrefois la banlieue rouge à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Reportage Nathalie Moisan, Sophie Laurent. Ce que je reproche, c'est que les jeunes ne votent pas. Il faut qu'ils votent là maintenant. Voilà. Vous connaissez beaucoup de gens qui sont allés voter? Les jeunes, je leur ai demandé est-ce que vous avez été voté. Nous, ça ne nous intéresse pas. Certains de ces militants communistes ont pleuré à l'annonce des résultats. 2 jours après, ils retournent dans les cités pour appeler à battre Jean-Marie Le Pen. Ces électeurs ne sont parfois pas ceux qu'on croit. Il y a même des beurs, des enfants d'immigrés qui ont voté Le Pen. Pour un changement. Ils ont voté. Pour la sécurité, parce que c'est vrai qu'on n'est pas en sécurité aussi. Des enfants d'immigrés qui votent Le Pen, pour ces communistes, c'est un constat d'échec. Ici, le président du Front National est arrivé en tête dimanche, alors que le PC administre la ville depuis 50 ans. Robert Rue est tombé à 8% seulement. Peut-être que les gens ne le voient pas assez, qu'on est près d'eux, qu'on discute avec eux, qu'on est face à leurs problèmes. Peut-être ils pensent qu'on ne l'est pas assez, ou peut-être qu'on ne répond pas à leurs besoins, notamment ce qui est criant aujourd'hui, c'est les questions du logement, c'est les questions de l'emploi. Laurence milite depuis 20 ans au Parti communiste. Pour elle, appeler à voter Chirac n'est pas chose facile. De toute façon, on nous a demandé de voter Chirac, même si ce n'est pas notre idée.
on votera Chirac. Pour faire barrage au Front National. Pour faire barrage, hein, uniquement. Il y a urgence à regagner le terrain perdu, le PC pourrait disparaître, mais le discours ne passe pas toujours auprès des jeunes. Personne ne va tenir ses promesses. Celui qui va prendre le siège, après, il va nous arnaquer. Ah oui, ça se passe comme ça, toujours à la politique. À Aubervilliers, 40% des électeurs ne se sont pas déplacés dimanche, presque un électeur sur deux. Pour en terminer avec ce premier tour, voici ce qu'on pourrait appeler la face cachée du scrutin. Calculette en main, on s'aperçoit que la droite parlementaire a perdu près de 4 millions de voix par rapport à la précédente élection en 95, 9 600 000 voix contre 13 450 000, sans compter, il est vrai, le mouvement des chasseurs. La gauche plurielle, elle, en a perdu aussi, mais beaucoup moins, 1,5 million de voix en moins par rapport à 95. Et puis autre comparaison intéressante entre les deux extrêmes, l'extrême droite a gagné quelques 900 000 voix depuis 95, mais l'extrême gauche en a gagné plus encore, elle est passée de 1 600 000 voix à près de 3 millions de voix, elle double pratiquement son score. Autre grande gagnante, on l'a dit dimanche dernier, l'abstention, c'est la plus forte progression, mais un peu partout en France, certains abstentionnistes tentent, semble-t-il, de se rattraper, entre guillemets. Au lendemain du premier tour, on s'empresse en effet de remplir les formulaires de procuration et on se renseigne sur la possibilité ou non de s'inscrire encore sur les listes électorales. À Strasbourg, Christophe Nédard, Sylvain Gauthier. Ce formulaire, ils sont nombreux à le demander au commissariat central de Strasbourg. Formulaire qui permet un vote par procuration. La présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour a fait réagir bon nombre d'électeurs. C'est le cas de cette étudiante strasbourgeoise qui habite Paris. C'est important, après ce qui s'est passé au premier tour, que les Français réagissent en masse et fassent barrage au Front National. Même réflexe civique à la mairie. Depuis hier, plusieurs personnes se sont spontanément présentées ici avec l'espoir d'être inscrits sur une liste électorale. Mais la réponse est toujours la même. Malheureusement, la liste électorale est close depuis le 31 décembre 2001. Certains prennent alors conscience de l'importance d'un scrutin présidentiel. En étant mère de famille, forcément, on réfléchit beaucoup et on est très inquiet. Et je crois que beaucoup de personnes comme moi vont regretter de ne pas avoir voté. Parce que c'est notre devoir et je n'ai pas fait mon devoir, voilà, j'ai honte. Cette effervescence, on la ressent aussi au bureau des élections de la mairie. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Oui, élection, bonjour. On sent qu'il y a une inquiétude, voilà, donc ils souhaitent absolument voter et souvent il est dit que c'est au vu des résultats. Oui, tout à fait. La mobilisation est encore plus forte dans les petites communes qui entourent Strasbourg. Vous avez les documents nécessaires? Les demandes de vote par procuration se comptent déjà par centaines. L'attestation, oui. Hier, on a fait état des réactions très nombreuses à l'étranger. Un dernier commentaire après ce premier tour, celui du président de l'Union européenne en titre, le chef du gouvernement espagnol, José María Aznar. Il lance carrément un appel aux électeurs français. On l'écoute. J'espère qu'il y aura une majorité de Français qui, naturellement, auront pris la mesure de la situation et qui, au second tour, se prononceront clairement pour l'actuel président de la République, Jacques Chirac. En favor de l'actuel président de la République, Jacques Chirac. Le reste de l'actualité, d'abord le Proche-Orient, première négociation entre Israéliens et Palestiniens à Bethléem aujourd'hui autour de la basilique assiégée, aucun résultat pour l'instant. Et puis ces images terribles de ces 3 Palestiniens accusés de collaboration avec Israël. Ils ont été exécutés aujourd'hui à Hébron par des hommes masqués devant la foule. Au Vatican, cette réunion sans précédent, les cardinaux américains ont été convoqués par le pape pour rendre des comptes. Motif, entre 600 et 900 prêtres sont impliqués dans des affaires de viol ou d'attouchement sur mineurs aux États-Unis. Jean-Paul II a été très ferme. Sur place à Rome, Isabelle Stès, Dominique Merlin. C'est un confident de Jean-Paul II, un des plus éminents représentants de l'Église américaine, le cardinal Lowe, 71 ans, archevêque de Boston. Accusé d'avoir gardé le silence. Devant Jean-Paul II, il doit maintenant répondre sur un vaste scandale de pédophilie dans son archevêché. Lui, comme 12 autres cardinaux américains, se retrouve convoqué par le pape, une sorte de procès sans précédent au Vatican. Les abus qui ont conduit à cette crise
sont à tout point de vue condamnables et à juste titre considérés comme un crime par la société. Car pendant des années, le cardinal Lowe a caché et même couvert les abus sexuels de 2 prêtres de la région de Boston. Ainsi, le père Goegan, condamné en janvier à 10 ans de prison pour avoir abusé d'un jeune garçon, et on le soupçonne d'avoir agressé 130 enfants. Le cardinal Lowe s'est contenté de le muter. Au total, 80 prêtres américains auraient ainsi commis des abus sexuels ces 50 dernières années. Face à ce scandale et face à la pression des fidèles américains, Jean-Paul II prône aujourd'hui une politique de tolérance zéro. Mais nombreux sont ceux qui demandent la démission du cardinal Lowe, qui n'est pas à l'ordre du jour au Vatican. Le Vatican veut faire de ces rencontres avec les cardinaux américains un exemple pour l'ensemble de l'Église. Mais si le pape recommande la fermeté, reste à définir concrètement les mesures pour neutraliser les prêtres responsables d'abus sexuels. Aux États-Unis, le Français Zacarias Moussaoui a renvoyé ses 3 avocats lors d'une audience devant le tribunal fédéral. Il a également affirmé qu'il priait, je cite, pour la destruction des États-Unis d'Amérique. Je vous rappelle que Zacarias Moussaoui risque la peine de mort pour sa complicité présumée dans les attentats du 11 septembre. L'attentat déjoué à la fin de l'année 2000 à Strasbourg avait pour cible la synagogue de la ville. C'est l'aveu fait par un des 5 islamistes présumés jugés en ce moment à Francfort. L'accusé a souligné qu'une bombe devait être déclenchée à distance. On pensait initialement que c'était le marché de Noël qui était visé. En France, a signalé ces interpellations aujourd'hui dans le cadre de l'enquête sur l'attaque nocturne contre la synagogue de la Duchère à Lyon. Vous vous souvenez que dans la nuit du 29 au 30 mars, 2 voitures béliers avaient été lancées puis incendiées contre la synagogue. Pas de précision pour l'instant sur l'identité et le profil de ces personnes actuellement interrogées. Le procès d'Ils, réquisitoire aujourd'hui, l'avocat général n'a réclamé ni peine ni condamnation, mais sans demander clairement l'acquittement. Sur place, Dominique Verdaillan, Frédéric Bonne. Assurément, l'avocat général a l'art du suspense. Durant plus de 3 heures, il manie le chaud et le froid, 3 pas en avant, 2 en arrière. Tantôt un réquisitoire contre Patrick Dils, tantôt un réquisitoire contre Francis Hall. Les aveux répétés de Dils gênent le magistrat. Ils sont insoutenables, inhumains, dévastateurs. Un souci d'abondance, du détail angoissant, ce n'était pas la peine d'en rajouter, martèle l'avocat général. Francis Hall me trouble inévitablement. Le magistrat, c'est certes un élément nouveau, dit-il, mais pas suffisant, lance-t-il en direction de la défense. Une démonstration méticuleuse, mais qui débouche sur une impasse. Innocent, coupable, l'avocat général a un doute, il le soumet au juré sans prononcer une seule fois le mot acquittement, stupéfaction des parties civiles. L'avocat général, qui certainement a dû fréquenter l'école des jésuites, n'a pas voulu prendre franchement position, à balancer et à essayer de suggérer, dans ce dossier il y a beaucoup de suggestions, on a essayé de suggérer ses doutes. Le religieux prend le pas sur le judiciaire, après jésuite, la défense évoque Ponce Pilate. Je maintiens l'expression Ponce Pilate, mais c'est un réquisitoire qui est très judiciairement correct. Ça évite de faire de la peine aux parties civiles et si on en est là, c'est la faute du vilain Dils. Impossible ce soir de mesurer l'impact de ce doute, de ce réquisitoire sur les 15 jurés lyonnais. À Reims, l'avocat général avait requis l'acquittement en 40 minutes. 12 heures plus tard, le verdict tombait, 25 ans de réclusion criminelle. Justice encore à la sortie de prison de Marcus Warnecke, ce hooligan allemand qui avait agressé le gendarme Daniel Livel lors de la Coupe du Monde de football en juin 1998 à Lens. Il a été libéré après avoir effectué 4 de ses 5 années de prison et reconduit jusqu'à la frontière allemande. Rappelons que Daniel Livel souffre depuis de séquelles neurologiques irréversibles. La sécheresse dans le sud-ouest, un violent incendie continue de mobiliser à l'heure actuelle des centaines de pompiers près de Hourtin, dans le Médoc, 450 hectares de pins et de chablis déjà brûlés cet après-midi. Agnès Gardet. Si ça brûle jusqu'à la piste et que ça ne traverse pas de ce côté, ça ira. Et si ça traverse de ce côté, pour moi, ça n'ira pas après. Il ne passera pas la nuit chez lui, évacué comme une trentaine d'autres habitants de cette petite commune du Médoc. Le sol est sec, le vent intermittent mais violent, de quoi raviver sans cesse les flammes, à moins qu'il ne s'agisse de gestes mal intentionnés. Vous savez, quand il y a 5 départs de feu avec un temps calme, sans orage, on peut difficilement parler de cause accidentelle. Maintenant, j'espère que l'enquête le déterminera le plus rapidement possible.
2 traqueurs venus de Marignane n'ont pas encore eu raison des incendies. Il faudra des renforts. Ils sont en route, venus de 3 départements voisins. 150 sapeurs-pompiers sont actuellement déployés sur le terrain, mais la nuit va freiner leurs efforts. 500 hectares de pins ont déjà brûlé. De meilleures nouvelles pour terminer, quelques balades avec la nouvelle édition du guide des monuments historiques. Plus de 2500 monuments et sites protégés par l'histoire, région par région. Grande gagnante au hit parade de la fréquentation. Vous le savez sans doute déjà, la Tour Eiffel, 6 300 000 entrées pour l'année 2000. Balade proposée par Jean-Jacques Dufour et Bernard Puissesseau. Monsieur Dauchin, Il est sourd que les yeux très forts. Comment vous trouvez le village de Charroux? Il paraît qu'il est très joli. Comment? Il paraît que le village de Charroux est très joli. Il y a surtout des vieilles pierres, des très vieilles pierres. Et des vieilles pierres précieuses, puisque classé site protégé, le guide des monuments historiques en recense 2500. Ouvert au public. Oui, parce qu'il y en a beaucoup plus en France. Il y a 40 000 édifices protégés au titre des monuments historiques, dont 14 000 classés, les autres étant inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Mais parmi ceux-ci sont simplement présentés dans ce guide ceux pour lesquels l'accès du public est aisé, facile et intéressant. Est-ce que vous trouvez tout cela joli? C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Oh là là là! C'est magnifique. Manoir, abbaye, chapelle, la France est tellement belle qu'elle attire les touristes à l'appel. Écoutez, la France reçoit chaque année, enfin a reçu l'année dernière 76 millions de visiteurs étrangers. C'est pas un hasard. C'est que certes la gastronomie française et les paysages français sont très beaux et les conditions d'accueil, mais aussi parce qu'il y a un patrimoine exceptionnel. C'est si vrai que ça donne envie de laisser tomber les voyages à l'étranger. Vous avez vu de jolies choses? Oh, bah, disons ce que nous avons vu, oui, la Bourboule, le Sancy. Orcival? Orcival, oui, c'est très joli, oui. Au hit parade des monuments les plus fréquentés, il y a les édifices religieux, parfois ça émeut, et puis bien sûr les châteaux forts. Bonne promenade à suivre. La météo, Patrice Drevet, il fera 24 degrés demain à Paris. Puis retour à la politique avec la première grande intervention de Jean-Marie Le Pen depuis le premier tour. On se quitte avec un chiffre, 250 km/h. C'est le nouveau record du monde de vitesse à ski établi aux Arcs ce matin sur la piste du kilomètre lancé. Philippe Gauchel, le neveu de Marielle. À demain.